Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, chers amis, chacun en ses grades et qualités, comme on le dit souvent. Alors, Monsieur le Secrétaire perpétuel vient d'évoquer en quelques mots ma carrière sous les armes, et il a évoqué également ma présence sur un certain nombre de territoires d'opérations extérieures. Et l'une en particulier m'a marqué, c'est une opération qui a été conduite notamment dans les Balkans, puis après au Kosovo. Et dans les Balkans, à Sarajevo, un soir, on est réunis avec un certain nombre de membres de cette mission de l'Union européenne, et chacun se présente un petit peu. Et là, il y a des Bulgares, des Hongrois, notamment pas mal de Hongrois, et il y a un des Hongrois qui me dit « Mais t'as pas la tenue que tout le monde sait, c'est des policiers, mais t'es quoi ?» Et je lui dis « Je suis gendarme. » Et là, ils me regardent tous, et ils me font « Louis de Funès !» Et là, j'ai vu que j'avais un petit problème. D'une part, je me suis rendu compte que Louis de Funès était quelqu'un de particulièrement connu de l'autre côté du rideau de fer et un des artistes majeurs de la France. Et puis je me suis dit, comment je vais pouvoir leur expliquer que je ne suis pas le gendarme de Saint-Tropez et que j'ai quelque chose à apporter à la police locale. Mais plus sérieusement, c'est vrai, reconnaissons-le. On connaît tous, vous connaissez tous, un, deux gendarmes, vous en avez parfois dans votre famille. Vous connaissez les gendarmes, vous les voyez passer, etc. Mais d'une manière générale, vous ne connaissez pas la gendarmerie. On ne connaît pas la gendarmerie. D'où ça peut venir? Ça, apparemment, ça vient de France. Ça a été créé quelque part. Pourquoi est-ce qu'on a deux forces de police? Une militaire et puis une civile. Comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi il y a un peu des gendarmeries comme ça dans le monde? C'est ce que pendant les 45 prochaines minutes, je vais essayer de vous expliquer. Alors là, je vais récupérer mon petit truc, j'appuie sur la flèche du bas. Voilà, ça. C'est ça, ouais. Alors, il faut savoir comment on tient le truc. Oui, c'est ça. Hop. Alors, bon, vous allez me dire, pourquoi un tableau de Gauguin, pour commencer, c'est bon, déjà, le titre du tableau me permet d'introduire mon point. Et puis ensuite, je pouvais, Madame la Présidente, je ne pouvais pas me présenter devant l'Académie des Arts et des Belles Lettres sans une mention artistique sur ce propos. Ça sera la seule. Parce qu'en fait, Gauguin et la gendarmerie, il n'y a pas d'histoire commune, quoique. Bon, je ne vais pas parler d'un certain nombre de péripéties qui l'auraient emmené derrière les barreaux aujourd'hui sans aucun problème. Non, en 1903, notre bon Gauguin a été condamné pour diffamation envers un brigadier de gendarmerie. Il a été condamné à 3 mois de prison et 500 francs d'amende. Quand on pense que ces tableaux à l'époque se vendaient 200 francs, notre bon Pandore aurait mieux fait de se faire payer en tableaux. Il aurait pu ainsi assurer, je dirais, la tranquillité financière d'un certain nombre de générations. Mais revenons à notre propos. Et tout d'abord, cette maréchaussée. Alors d'abord, un petit peu de vocabulaire. Le connétable, c'est le comte de l'étable. Le comte de l'étable, c'est le chef des écuries. Et la cavalerie, ayant pris énormément d'importance dans les forces armées, il devient naturellement le chef des forces armées et le chef de l'hoste royal. Le prévôt des maréchaux. Les maréchaux. L'origine, en fait, vient du celte et du vieux germain, et en fait, c'était le domestique chargé des écuries. Donc, naturellement, sous les ordres du connétable. Et puis, le sergent d'armes. Le sergent d'armes, bien évidemment, gendarme, ça vient de... Eh bien non, en fait, pas du tout. Le sergent d'armes, en fait, il est créé en 1191 par Philippe Auguste, et on les voit apparaître à Bouvines. Donc la gendarmerie n'a pas 8 siècles d'histoire, mais seulement 7 siècles d'histoire. Alors, tout commence pendant la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, nous avons Henri V, Jeanne d'Arc, l'évêque Cochon, nous avons le connétable du Guesclin. Mais il y a un fait qui est passé assez inaperçu pendant la guerre de 100 ans, c'est la création de la police aux armées. Alors en effet, l'hoste royal à l'époque, qu'est-ce qui se passe? Le roi appelle ses vassaux, les milices bourgeois se rassemblent, on va tous à la guerre ensemble, à ses frais, et puis après, tout le monde retourne à la maison. Ça commence à se perdre un petit peu au XIVe siècle, parce que de plus en plus, on commence à faire appel à des compagnies de mercenaires. Toute ressemblance avec des événements actuels, bien évidemment. Voilà. Quoique, parce que ces mercenaires, en fait, considèrent le pillage comme une source de revenus.
et s'installe sur le territoire et terrorise, en fait, les populations. Alors, pour lutter contre ce qui commence à être un fléau, 2 ans après le début de la guerre de 100 ans, Philippe VI de Valois, dit le Fortuné, le catholique, crée le tribunal de la connétabilité, c'est-à-dire un tribunal qui va juger, en fait, ces gens de guerre qui sont là et qui créent des problèmes. Et il double cette juridiction d'une force confiée à un prévôt avec 5 à 10 archers. C'est un office payant, c'est-à-dire ils payent et ils payent en plus pour assurer le gîte et le couvert des membres de cette maréchaussée. Ils payent aussi pour la solde, ils payent aussi de temps en temps pour le bourreau, parce que lui aussi, il doit pouvoir être payé. Mais cette force de police militaire, d'une certaine manière, qui vient d'être créée, est aussi une force combattante. Et c'est là qu'on aura le premier mort de la gendarmerie, le prévôt des maréchaux Gallois de Fougères, qui meurt à Azincourt, célèbre bataille, en 1415, et dont la devise est « Non sine numine », on y reviendra, et sur le blason duquel figure un bras armé. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve, amusant. Historiquement, ça parle, on retrouve en fait ce bras armé sur l'insigne de poitrine de la gendarmerie, on appelait ça une pucelle, ne me demandez pas pourquoi, hein, et qui, donc, on retrouve ce bras armé, en fait, sur l'insigne de la direction générale de la gendarmerie. Hop, je tourne la page. Alors, on l'a vu, l'absence d'armée permanente a conduit au recrutement de mercenaires. Et on retrouve dans la conclusion des États généraux de 1439, les troupes commettent innombrables désolations, pilleries, meurtres et rébellions. Alors après la trêve de Tours, qui marque presque la fin de la guerre de 100 ans, en 1444, Charles VII peut enfin se pencher un petit peu sur le problème. En 1445, il décide la création des compagnies d'ordonnance. Ce sont en fait les troupes permanentes. C'est le début de l'armée de métier. Et en 1450, nous avons 15 compagnies de 600 cavaliers en garnison sur les frontières sud du royaume, ce qui représente à peu près 9000 hommes. Mais malheureusement, ces troupes permanentes sont aussi agitées que les écorcheurs qu'elles avaient remplacés. Alors Louis XI, le fils de Charles VII, demande au prévôt des maréchaux d'envoyer des lieutenants pour le représenter dans toutes les compagnies, et il autorise les provinces à lever à leurs frais des unités de maréchaussée. Elles ont été maintenues par la suite. Et ceci commence à constituer les prémices de l'installation de la maréchaussée sur le territoire. Alors en effet, Louis XII, son successeur, qui mène quelques guerres en Italie, est un peu embêté avec les troupes qui progressent le long de l'itinéraire. Et là, il décide, en fait, afin de les contrôler, de créer des offices des maréchaux, cette fois-ci dans l'ensemble des provinces. Et là, on commence à avoir des offices de maréchaux un petit peu sur l'ensemble du territoire. Et en 1514, il leur donne même le droit de juger les membres des troupes royales, même en temps de paix. Et surtout, il ordonne que les prévôts des maréchaux chevaucheront de garnison en garnison pour faire justice et tenir ordre aux gens de guerre et corrigeront les pilleries et oppressions que les dits gens de guerre feront subir au peuple. C'en est fini de la justice prévôtale statique. Maintenant, les représentants de la loi militaire chevaucheront et puniront sur l'ensemble du territoire. Et surtout, et là c'est la vraie bascule, en 1536, François Ier étend même la compétence de ces juridictions prévôtales, c'est-à-dire qu'il devait s'occuper que des armées, au-delà des gens de guerre. Il les autorise à réprimer les crimes et délits commis par les vagabonds, les gens sans aveu. Alors, les gens sans aveu, c'est pas ceux qui avouent sous la torture. Les gens sans aveu, ce sont les gens qui n'ont pas fait allégeance à un suzerain, même un suzerain local. Et il permet même aux maréchaussées de juger les récidivistes. Et c'est là où on passe du domaine militaire au domaine civil en matière d'action judiciaire de la maréchaussée. C'est la justice beauté, à laquelle un certain nombre de magistrats font parfois référence avec effroi. C'était la justice beauté de l'époque. C'est une justice qui était conduite par des militaires. Alors en 1643,
c'est le début du règne de Louis XIV. Et là, Paris et ses environs, Paris et ses environs sont un véritable coupe-gorge qui est connu dans l'ensemble de l'Europe. Il y a la cour de miracle. La cour des miracles, notre première zone de non-droit, pour ainsi dire. Sur Paris, pour vous donner une idée, il y a 700 homicides par an. Il y a à peu près une vingtaine de millions d'habitants en France. Pour faire un parallèle, aujourd'hui en France, avec 68 millions d'habitants, il y a 800 homicides par an sur l'ensemble du territoire. Donc Paris est un couple. Alors le roi demande en 1665 à Colbert de réorganiser la maréchaussée sur l'île de France. À cette époque-là, il y a deux forces de maréchaussée. La première, c'est la compagnie de robe courte du Châtelet. Alors robe courte, c'est pas un effet de mode, des mini-jupes. Et la justice est en robe longue. Elle l'est encore d'ailleurs aujourd'hui. Mais à l'époque, comme ils chevauchent, ils ont besoin d'un peu de confort, et donc ils se retrouvent en robe courte. Cette compagnie a été créée par François Ier. La deuxième composante est la compagnie de prévôté de l'île. Alors que décide Colbert? Il décide de prendre cette prévôté de l'île et de la répartir en brigades de 5 hommes dans les premiers relais de poste autour de Paris. C'est lourd de conséquences, parce que là, Colbert vient de créer l'ancêtre du maillage territorial de la gendarmerie. Alors le bilan. À la mort du roi Soleil, la maréchaussée a déjà 380 ans. Et de la poignée de prévôts de la guerre de 100 ans, il y a maintenant 3000 hommes, mais autant de maréchaussées que de provinces, qui diffèrent toutes par leur statut, par leur tenue et par leurs attributions, parfois. Le 1er septembre 1715, le roi Soleil s'éteint au moment où commence le siècle des Lumières. Je la refais. Le 1er septembre 1715, le roi Soleil s'éteint au moment où commence le siècle des Lumières. Il aura régné 72 ans. Le pouvoir royal est affirmé, la paix intérieure règne, la population, l'économie sont en croissance, et puis surtout, les troupes stationnées aux frontières provoquent beaucoup moins de troubles. Dans ce contexte, l'expérience parisienne dont je viens de parler, ayant été concluante, le secrétaire d'État à la guerre, un certain monsieur Leblanc, généralise le dispositif parisien sur l'ensemble du territoire en 1720. Il crée une compagnie commandée par un prévôt par généralité, divisée en lieutenance, composée de brigades de 5 hommes en résidence permanente sur les principaux points de passage et dans les relais de poste. Tout commence à se mettre en place à cette époque-là. Et puis c'est la fin des offices, c'est-à-dire c'est plus les offices payants où on faisait un petit peu ce qu'on voulait. Maintenant, les prévôts seront commissionnés, c'est-à-dire sous l'autorité directe du roi. La maréchaussée devient une force de police judiciaire à la disposition de la justice. C'est le début du maillage territorial de la maréchaussée, et puis plus tard de la gendarmerie, la fameuse toile d'araignée dont on parlait quand je suis rentré en gendarmerie il y a bien longtemps. Mais les problèmes subsistent. Et une ordonnance est prise en 1760 pour préciser les conditions du recrutement. Les membres de la maréchaussée devront mesurer 5 pieds 4 pouces, c'est-à-dire 1,72 m. Ils devront savoir à peu près lire et écrire, et ensuite ils devront être de bonne vie et de bonne mœurs. Vous direz, bon, mais il faut savoir qu'à l'époque, la taille moyenne des hommes est d'1,65 m. Quant à savoir lire et écrire, c'est aussi un petit peu compliqué. Maintenant, la bonne vie et la bonne mœurs, tout ça est bien relatif. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas entrer, à cette époque-là, dans la maréchaussée, mais cette question de taille aura sa petite importance un petit peu plus tard. Et puis surtout, on met en place la tournée journalière à 2 cavaliers, les gendarmes, toujours par 2. Et cette tournée journalière devra être consignée tous les jours dans un cahier de tournée, présenté mensuellement au lieutenant et présenté au prévôt tous les 3 mois. Parfois, moi aussi, c'est un peu ce que j'ai trouvé quand je suis entré en gendarmerie dans les années 80. Et puis, en parallèle, un petit peu plus tard, la gendarmerie va s'encaserner. En effet, une ordonnance de 1769 décide que le commandant de brigade et les cavaliers bénéficieront d'une concession
de logement. C'est la concession de logement par nécessité absolue de service dont la gendarmerie bénéficie aujourd'hui. Et en 1778, on précise les critères des logements. Il y aura 5 chambres, donc 4 avec une cheminée. Je suppose que la chambre sans cheminée, dans la bonne tradition militaire, était réservée aux plus jeunes dans le grade le moins élevé, mais enfin, l'histoire ne le dit pas. Et tout ça est à la charge des collectivités territoriales. Mais un grain va s'abattre sur la gendarmerie. C'est la guerre des femmes. Le grain, c'est pas la meilleure que j'ai faite, hein. En effet, en 1774, Turgot libère le commerce des grains. Il libère le commerce des grains, c'est-à-dire que les régions excédentaires vont pouvoir en donner aux régions déficitaires. Malheureusement pour lui, en 1775, très mauvaise récolte. La disette, les pillages, les émeutes. Le 2 mai 1775, le roi est même obligé de se présenter devant 8000 manifestants en colère à Versailles. Et dans ce contexte, la maréchaussée a été totalement dépassée. Seule l'intervention de la troupe permettra de rétablir l'ordre. Mais dans le même temps, ce bon Turgot avait envisagé, pour des raisons budgétaires, carrément de supprimer la maréchaussée et de donner tous les pouvoirs de police aux autorités locales. Du fait de ces événements, marche arrière. Et là, en fait, ce qu'il convient de faire, c'est de renforcer la capacité de la gendarmerie la maréchaussée, à lutter contre ce type de situation. Alors il décide en 1778 de réunir les 33 compagnies de maréchaussée en un corps unique, la maréchaussée, qui devient la première force de police et de maintien de l'ordre sur le territoire national. C'est l'unification. Alors à l'aube d'une période qui verra basculer l'Ancien Régime et l'histoire de France, quelle est donc l'image de la maréchaussée? En fait, dans les régions riches, dans les cahiers de doléances, on voit apparaître que la gendarmerie est le corps le plus utile à la nation. Ce qu'à titre personnel, je pense c'est encore le cas. Mais dans les régions, dans le reste du territoire, les avis sont beaucoup plus mitigés. Ils sont plus mitigés, mais tous reconnaissent qu'il est nécessaire d'augmenter et les effectifs et la capacité de la maréchaussée. On peut le relativiser dans la mesure où, sur les 60 000 cahiers de doléances, seuls 10% parleront de la maréchaussée. Mais quand même, ça fait signe. Mais c'est une révolte. Non, si. C'est une révolution. Et la maréchaussée ne sera pas épargnée par la tourmente qui s'annonce à partir du 14 juillet 1789. Alors, il y a tout d'abord des hésitations qui concernent la maréchaussée. Parce qu'elle présente un dilemme. Et elle présente un dilemme, notamment pour les députés de l'Assemblée nationale, tout imprégné des idées des philosophes et des idées des Lumières. En effet, la séparation des pouvoirs, l'exécutif et le judiciaire. C'est surtout la justice prévôtale qui pose problème. Alors malgré les graves problèmes intérieurs qui existent en France à cette époque-là, la capacité judiciaire de la maréchaussée sera supprimée en 1790. En même temps que la prévôté de l'hôtel de ville, que le siège de la connétablie et que le tribunal des maréchaux. Et c'est définitif. Mais on le sait, en France, il n'y a pas plus provisoire que le définitif. Et en 1793, du fait des événements de Vendée, on recrée tout ce dispositif et on le remet en place. Mais il y a aussi un autre problème. C'est celui du nom. Parce que la maréchaussée, c'est quand même très connoté Ancien Régime. Alors, il y a beaucoup de discussions sur le sexe des anges, comment on allait appeler cette maréchaussée, etc. Et la loi du 16 février 1791 dit la chose suivante. La maréchaussée portera désormais le nom de gendarmerie nationale. Pourquoi? En fait, il y a 3 raisons essentielles. La première, c'est que la maréchaussée, on n'a jamais su trop à quoi raccrocher la maréchaussée et même aujourd'hui la gendarmerie. Vous avez vu, ça a un peu bougé, on en parlera sans doute tout à l'heure. La maréchaussée avait été rattachée administrativement à une vieille unité de cavalerie lourde
la gendarmerie de France. Ensuite, cette gendarmerie de France avait été une unité qui s'inscrivait dans une tradition militaire très ancienne et avait une réputation prestigieuse. Et puis enfin, la troisième raison, et c'est sans doute celle qui a fait la différence, dans la mesure où pour entrer dans la maréchaussée, il fallait avoir 5 années d'expérience militaire, de très nombreux officiers de la maréchaussée avaient commencé leur carrière dans la gendarmerie de France. Va pour la maréchaussée, c'est désormais la gendarmerie. Et cette toute nouvelle gendarmerie, en fait, va s'illustrer dans de nombreux combats révolutionnaires. Et notamment à Houndscott. À Houndscott, le 8 septembre 1793, où elle sauva probablement, se dit-il, la Révolution et la République. C'est aussi, Houndscott, la première bataille inscrite au drapeau de la gendarmerie. Mais c'est une autre histoire. Alors mettons un petit coup de projecteur sur l'action de la gendarmerie pendant toute cette période. Et tout d'abord, tout seigneur, tout honneur, Varennes. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, Louis XVI et sa suite quittent la région parisienne et partent en direction du bastion royaliste de Montluc. Reconnus à Saint-Ménéhould, le 21 en soirée, ils sont stoppés à Varennes en Argonne, dans la Moselle. Là, les gens commencent à s'agglutiner autour, la troupe se déploie, on bloque les axes, la gendarmerie est partie prenante aussi au dispositif, et on appelle le responsable local de la gendarmerie, un certain capitaine Radet, Étienne Radet. Il arrive, il va au contact, il discute un peu avec le roi et sa suite, et puis il a quand même fait allégeance, alors il est un peu embêté, et il discute avec eux de la possibilité de fuite, comment on pourrait permettre au roi de s'échapper. Et là, une cavalcade à l'extérieur, s'entend, les représentants de l'Assemblée arrivent, c'en est fait du sort de Louis XVI. Et il montera sur l'échafaud, 18 mois plus tard, le 21 janvier 1793. Souvenons-nous du capitaine Radet. Un deuxième personnage important va croiser également les gendarmes. Il s'agit de Robespierre. Le 27 juillet 1794, l'incorruptible, accusé de tyrannie par l'Assemblée, est retranché dans l'hôtel de ville avec ses derniers soutiens. La gendarmerie se déploie autour et par ruse arrive à pénétrer dans le bâtiment et va jusqu'à la pièce où se trouve Robespierre. Là, échange de coups de feu, un coup de feu part, et Robespierre aurait été touché. Certains disent qu'il a tenté de se suicider. Celui qui tire, c'est le gendarme Merdin. Ça ne s'invente pas. Il sera promu lieutenant dans la foulée. Et ce gendarme Merdin, qui commence sa carrière par cet événement, sera fait baron d'Empire en 1808 et mourra général à la tête de ses hommes sur la bataille de la Moscova en Russie. J'espère que ce n'est pas le sort qu'on réserve aux généraux actuels, quoique on peut ne pas l'exclure. Dans le même temps, la gendarmerie va se déployer en Europe. En effet, quelques conquêtes révolutionnaires, territoriales révolutionnaires, commencent à s'accumuler. Après la bataille de Fleurus, par exemple, en juin 1794, la Belgique et le pays de Liège sont annexés. Napoléon annexe aussi la rive gauche du Rhin, après le traité de Compo-Formio. Éric, je ne me trompe pas, c'est bon, hein, c'est ça? Bon. Et en octobre 1797. Et en fait, ce à quoi on assiste, c'est à la création de gendarmerie dans ces différents secteurs. Une école de gendarmerie sera même créée à Bonn. Elle formera 3 promotions. Mais quand? Mais dans le même temps, fluctuat nec mergitur. Quoique, la gendarmerie est dans une situation particulièrement compliquée. Et la situation individuelle des gendarmes n'est vraiment pas reluisante. Ils sont mal payés, en partie payés en assignats, qui ont perdu 60% de leur valeur. Les logements qu'on leur a donnés sont souvent dans un état pitoyable. Alors ils sont obligés de se loger à leurs frais, avec un argent qu'ils n'ont pas. Dans le même temps, la gendarmerie a subi, du fait des changements de régime, 3 épurations. Elle en connaîtra 7 durant son histoire. Et enfin, des bandes de chauffeurs écument les routes du royaume. Alors le directoire prend les affaires en main et va mettre en œuvre un dispositif législatif
qui va déboucher sur la loi du 28 Germinal 6. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le calendrier républicain, c'est le 17 avril 1798. Elle prévoit une augmentation des sols, une amélioration du recrutement, une amélioration du casernement, mais elle prévoit également le rattachement de la gendarmerie au ministère de la Guerre pour les affaires militaires, de la Justice et au ministère de la Police de création récente. Elle augmente également le nombre des brigades. Il y en a 1500 à ce moment-là sur le territoire national, il y en aura 2000 et on créera 100 compagnies. Et que dit l'article 1er de la loi du 28 Germinal 6 ? Le corps de la gendarmerie nationale est une force instituée pour assurer, dans l'intérieur de la République, le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service. Alors pourquoi je vous lis cet article 1er, en fait ? C'est que cette loi est restée en vigueur jusqu'au 3 août 2009. La loi du 3 août 2009 qui a consacré le rattachement budgétaire et organique au ministère de l'Intérieur tout en réaffirmant le caractère militaire de la gendarmerie et son appartenance aux forces armées. Elle aura tenu 210 ans. Et quand je suis entré en gendarmerie, c'était mon texte de référence. C'était notre texte de référence. La loi du 28 Germinal 6, ce n'était pas le seul. Et nous y reviendrons dans quelques instants. Nous sommes en 1798, la loi du 28 Germinal 6. L'année suivante, en octobre 1799, Napoléon rentre précipitamment de sa campagne d'Égypte, il débarque, et il est attaqué par des brigands, dans la région d'Avignon. Attaqué par les brigands, sauvé en grande partie grâce à l'intervention rapide de la gendarmerie, il s'assoit avec le responsable local de la gendarmerie, qui n'est autre qu'un certain colonel Étienne Radet. Ils s'assoient avec l'empereur, ils discutent tous les deux sur ce qu'il conviendra de faire pour la gendarmerie, quelles sont ses difficultés, comment est-ce qu'on pourrait voir l'avenir de cette force, et puis il reprend la route, et puis un mois plus tard, c'est le coup d'État du 18 Brumaire, et 6 mois plus tard, Étienne Radet est promu inspecteur de la gendarmerie. Il est inspecteur de la gendarmerie, mais c'est pas lui qui sera le premier inspecteur de la gendarmerie, c'est-à-dire le chef, son chef. En fait, c'est un certain Moncey. Ce général Moncey, qui donc est nommé inspecteur général de la gendarmerie en 1801, a un rôle particulier pour la gendarmerie. Dans les gendarmeries, vous avez les amphis Moncey, la place Moncey, etc. C'est lui qui va donner un vrai esprit de corps à la gendarmerie. Et pourquoi ? À l'époque, le ministre de la police, on disait de la sûreté générale, c'est Fouché. Et entre Moncey et Fouché, va naître la première guerre, la fameuse guerre des polices. Celle-ci est un peu orchestrée par l'empereur, qui génère entre ces deux chefs une émulation et une stimulation dans la rivalité. Et en fait, il est évident que cette rivalité a fédéré la gendarmerie. Et il se dit qu'il manquait une arme à la gendarmerie et que c'est Napoléon qui lui a donné. Et en fait, de cette rivalité est né un véritable esprit de corps dans notre gendarmerie. Mais en parallèle de ça, dans l'esprit de l'empereur, il faut tenir Paris. La Bastille, les mouvements, les troubles révolutionnaires, et il décide la création d'une garde municipale de Paris, qui s'illustrera d'ailleurs sur de nombreux théâtres. Cette garde municipale de Paris n'appartient pas à la gendarmerie. Elle n'appartient pas à la gendarmerie, mais elle s'illustre sur tous ces théâtres, et en 1812, malheureusement, elle suit un général malais qui tente un coup d'État, qui échoue, et elle est dissoute. Et ceci a conduit à la création de la garde impériale de Paris, qui, elle, est vraiment l'ancêtre de la garde républicaine de Paris, et qui, chose étrange, inscrira sur ton drapeau les batailles de la garde municipale. Danzig, Friedland, Alcolea et Burgos. C'est ainsi. Mais au moins, je dirais, toutes ces batailles de la garde municipale n'auront pas été perdues. Et puis en Europe, les conquêtes napoléoniennes sur tous les territoires européens se multiplient. On a vu la Belgique, on a vu le pays rhénan,
Mais là maintenant, c'est le lac Léman, la Ligurie, la Toscane, Rome, Naples, la Catalogne et même la Hollande. Et la gendarmerie est déployée à chaque fois pour remplir les missions de sécurité générale. Ce mouvement a généré en fait en Europe l'extension du modèle gendarmerie. Et par rebond, guerre coloniale, empires coloniaux, par rebond, la gendarmerie a commencé à se répandre un petit peu sur, j'allais dire, presque toute la surface du globe, mais ce qui est certain, c'est que le soleil ne se couchera jamais plus, à partir de cette époque-là, sur la gendarmerie. Sur les routes, en parallèle, les bandes organisées de chauffeurs écument les routes de France à cette époque-là, et des colonnes mobiles de la gendarmerie sont créées avec une triple mission. Arrestation, jugement, exécution. Et le tout en 3 jours. Ce qui fait qu'au début du 19e siècle, quasiment toutes les bandes importantes ont été démantelées sur les routes de France. Et puis, nous avons l'épisode du Vatican. Depuis 1808, les relations sont un petit peu tendues avec le Vatican. Et le 17 mai 1809, Napoléon ordonne l'annexion des États pontificaux. Dans la foulée, il est excommunié. Il n'a pas dû bien le prendre, parce que le 5 juillet, il ordonne l'arrestation du pape, ce qui sera fait le lendemain. Dès le lendemain, les troupes de la gendarmerie pénètrent dans le palais du Quirinal, sans trop de résistance, il faut bien l'avouer, je pense qu'il y avait déjà des gardes suisses à l'époque, mais bon, hop, et arrivent jusqu'au pape, et qui passe les poussettes, vous savez, ces petites menottes, à pissettes. C'est l'infatigable général Radet. Bon, le pape fera un retour triomphal après la première abdication de l'empereur à Rome, et notamment après la première chute de l'Empire. Mais le 22 juin 1815, Napoléon abdique pour la deuxième fois au palais de l'Élysée. Cette abdication met un terme à une des périodes les plus fastes de la gendarmerie, qui est passée notamment de 10 000 à 30 000 hommes. Et la gendarmerie va payer cher son soutien à ce que l'entourage du roi appelle l'usurpateur. Là, on fait une petite pause parce qu'on vient de parcourir un demi-siècle, un demi-millénaire, à l'air de rien, je suis dans les temps, monsieur. C'est bon. Là, vous avez les uniformes de la gendarmerie, l'évolution des uniformes de la gendarmerie, depuis la Révolution jusqu'au Second Empire. Alors, en effet, après une parenthèse républicaine et impériale de près de 20 ans, Louis XVIII est décidé à nettoyer les restes de l'usurpation, et la gendarmerie va encore une fois payer cher son ralliement à l'empereur, notamment pendant les 100 jours. Et là, nous retrouvons notre bon général Radet pour la dernière fois, parce qu'il a envoyé des missives à toutes les forces de gendarmerie, en leur disant de se ranger sous les aigles royaux, et là, il est arrêté, condamné à 8 ans de prison et incarcéré. Il sera gracié par Louis XVIII au bout de 3 ans. Et là, il rejoindra son lieu de retraite, où il mourra pendant une promenade, se dit-on. Il s'était retiré à Varennes, là où tout avait commencé. Dans le même temps, bien évidemment, la gendarmerie est à nouveau épurée. Un tiers de ses effectifs sont remplacés par des volontaires royaux, fidèles à la monarchie. Alors la période de purgatoire va durer un petit peu, mais en 1820, un texte viendra réaffirmer... Je suis bon, hein? Oui, c'est bon. Un texte viendra réaffirmer le caractère militaire de la gendarmerie et stipulera, ce qui aura une importance par la suite, pour la première fois, que les gendarmes doivent être revêtus de leur uniforme dans l'exercice de leurs fonctions. Ceci sera confirmé également sous l'Empire en 1854. Alors il s'ensuit pour la gendarmerie une période de relative stabilité, ponctuée par quelques crises, bien évidemment, telles que la tentative de coup d'État d'avril 1848, où plusieurs milliers d'émeutiers trouvent la mort, ponctuée également de quelques épurations, comme d'habitude, lors des changements de régime. Alors en fait, cette période est surtout marquée pour la gendarmerie par des engagements militaires hors du territoire national, qui verront 2 nouveaux noms de bataille être inscrits au drapeau de la gendarmerie.
Nous avons vu celui de Scott. Il y a aussi période révolutionnaire, Ville-Rodrigo, période impériale. Et à ces deux noms s'ajouteront celui de Taguin en Algérie, vous savez, la fameuse charge du duc d'Aumale contre la Smala d'Abdelkader. Si cher aux amateurs de Pierre Dac et Francis Blanche, pour ceux qui se souviennent de ces sketchs absolument mémorables. Et puis la bataille de Sébastopol en Crimée, en 1855, avec les Anglais, et encore une fois, contre les Russes. Mais la gendarmerie va également traverser avec tout le pays des épisodes très douloureux. Comme la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871, la Commune de Paris, lors de laquelle 20 000 personnes trouvèrent la mort à Paris, dans les combats et dans les exécutions sommaires auxquelles la gendarmerie a bien évidemment participé. Mais la gendarmerie payera également un très lourd tribut pendant ces jours de plusieurs centaines de gendarmes tués dans les rues de Paris, et notamment à la rue d'Axo, où 40 gendarmes furent exécutés par les émeutiers, en même temps que 11 prêtres. À noter également qu'en 1901, les brigades de gendarmerie abandonnent le cheval et passent à la bicyclette. Et la gendarmerie fut également partie prenante dans les opérations d'inventaire de 1906, après les lois de séparation de l'Église et de l'État. Et on l'a vu d'ailleurs, ici à Sumel, il y a des images tout à fait édifiantes. Mais la gendarmerie loupera le coche lorsque les brigades du Tigre, les brigades régionales de police mobile, les brigades du Tigre seront créées en 1907, elles loupera le coche en fait pour plusieurs raisons. Bon, d'une part, il y a le fait que la gendarmerie ne peut agir qu'en uniforme dans le cadre de l'exécution de son service. Et là, elle avait du fait été sortie un petit peu des missions occultes. Et là, l'intervention des membres des brigades du Tigre se faisait surtout en civil. Ils avaient principalement été recrutés dans l'armée, d'ailleurs. Et la cravate, le machin, le chapeau. Principalement recrutés dans l'armée. Et puis, il y a une autre raison, c'est que les gendarmes mesurent tous 1m72. Et une des conditions pour entrer dans la brigade du Tigre, c'est de mesurer moins d'1m65 pour passer inaperçu. Et c'est vrai. Alors, ils l'ont peut-être fait exprès pour qu'aucun gendarme ne puisse intégrer les brigades du Tigre. La gendarmerie est également engagée dans un certain nombre d'opérations de secours aux personnes. On se souvient, 1902, l'explosion de la montagne Pelée, qui a fait quand même 30 000 morts en l'espace de 2 minutes, et de nombreux gendarmes d'ailleurs ont péri en même temps que la population durant ces événements, et puis également les inondations à Paris, notamment de 1910. Mais surtout, un décret organique va être promulgué le 20 mai 1903. En fait, ce décret organique, j'en reviendrai un petit peu sur les modalités, comme la loi du 28 Germinal en 6, sera en vigueur jusqu'en 2009. Loi du 28 Germinal en 6, décret organique du 20 mai 1903. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce décret organique? En fait, on trouve des dispositions particulières en ce qui concerne l'usage dérogatoire des armes contre ou les manifestants ou des gens qu'on doit interpeller. Et ces dispositions nous seront enviées jusqu'en 2009 par la police nationale, qui n'avait pas le même cadre d'usage des armes, limité à l'état de nécessité ou la légitime défense. Nous, par exemple, on pouvait tirer dans le dos de quelqu'un qui échappait à notre garde. C'était légal. Très honnêtement, ces dispositions, je dirais, ont perdu de leur valeur après les 2 derniers conflits mondiaux, il y a très très longtemps qu'on ne le faisait plus. Mais même quelqu'un qui ne répondait pas à 2 ou 3 appels de halte gendarmerie, on était fondé à tirer dessus. Dire, bon, c'était ça, la réalité des choses. Et encore une fois, les policiers nous l'enviaient beaucoup. Mais bon, comme nous, ils n'en font quasiment pas usage, parce que vous imaginez bien que ça poserait quand même des problèmes importants. Alors nous sommes entrés dans le XXe siècle avec ce décret organique du 20 mai 1903, et la première moitié de ce XXe siècle sera une période particulièrement difficile pour la gendarmerie, et notamment lors des deux conflits mondiaux. Tout d'abord pendant la Première Guerre mondiale. Alors la Première Guerre mondiale, la première mission de la gendarmerie, ça a été la mobilisation. Et en l'espace de quelques semaines,
3 800 000 jeunes Français ont été mobilisés pour partir sur le front. C'est un processus dans lequel la gendarmerie était en première ligne, mais elle n'était pas en première ligne sur le front. En effet, quelles étaient ses missions? Évacuation des populations, protection des points sensibles, surveillance des étrangers, escorte des convois, contrôle aussi des débits de boissons, et puis lutte d'une manière générale contre la délinquance. Mais surtout, c'était l'arrestation des déserteurs. Arrestation des déserteurs, enquête. Et puis, contrairement à ce qu'on a pu raconter, la gendarmerie n'était pas en charge des pelotons d'exécution. C'était la troupe qui fournissait les pelotons d'exécution. La gendarmerie, néanmoins, devait être présente lors des exécutions. Mais on ne fournissait pas des pelotons d'exécution. Néanmoins, non engagés sur le front, les gendarmes ont très vite été considérés comme des militaires planqués. Le front commence au dernier gendarme, disait-on, avec beaucoup de cynisme à l'époque. Et de nombreux gendarmes, qui avaient pourtant été engagés dans les tranchées, avec la prévôté, qui avaient subi les mêmes affres, en fait, que tous leurs camarades qui étaient engagés en première ligne, de nombre de ces gendarmes ne se sont jamais vus attribuer ni la croix du combattant, ni la carte du combattant, qui présentait à l'époque énormément d'avantages. Alors certes, à partir de 1916, du fait de l'attrition des troupes et du volume des pertes, et à la demande des gendarmes, un certain nombre de militaires de la gendarmerie ont néanmoins été intégrés dans les unités sur le front. Certains gardes républicains ont même été engagés dans les premières unités d'aviation créées à cette époque-là et sont devenus des héros de guerre. Mais la rumeur a la vie dure, et malgré le fait que tous les gendarmes, du fait de leur engagement, aient pu bénéficier juste à la fin de la Première Guerre mondiale du statut de sous-officier, parce que c'était des hommes de troupe avant, et ça, ils ont tous eu le statut de sous-officier, ce qui est encore le cas aujourd'hui, la rumeur a eu la vie dure, et rien n'y a fait pour restaurer l'image de la gendarmerie pendant le premier conflit mondial. Et ça allait être bien pire pendant le deuxième conflit mondial. Certes, contrairement à la Première Guerre mondiale, les unités de gendarmerie ont été engagées sur le front dès le début de l'offensive allemande, notamment avec des unités de chars. Mais on le sait bien, la bataille de France n'a pas duré bien longtemps, à peine un mois, et l'armistice est signé le 22 juin à Rotonde. Commence alors pour la gendarmerie, force légaliste aux ordres du gouvernement, une période particulièrement sombre. Alors certes, la gendarmerie a échappé à la dissolution des forces armées dès la signature de l'armistice. Toutes les forces armées sur l'Hexagone ont été dissoutes. Elles n'ont pas été dissoutes à l'extérieur, dans les colonies, avec l'armée du Levant, etc. Tout ceci est resté en place, même s'il y avait un droit de passage pour les troupes de l'Axe. Mais sur le territoire national, le territoire de l'Hexagone, plus de forces armées, sauf la gendarmerie. En fait, ce qui est évident, c'est que l'occupant a rapidement compris tout l'intérêt qu'il y avait de conserver une force répandue sur l'ensemble du territoire, la toile d'araignée, de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, aux ordres, non plus du gouvernement, mais de l'État français, et de l'occupant. Et là, peu à peu, l'étau va se resserrer sur la gendarmerie, qui n'aura plus aucune liberté de manœuvre. Elle a été utilisée pour mettre en pratique la politique raciste et répressive de l'État français. Et elle sera présente à toutes les étapes du processus morbide, de l'exclusion des Juifs à leur arrestation et à leur déportation. Elle assurera la garde d'un certain nombre de camps, comme à Drancy, la chasse aux résistants et aux réfractaires du service du travail obligatoire. Tout ceci n'a pas été contrebalancé par le fait que de nombreux gendarmes ont rejoint la résistance, ou, j'allais dire collaboré, non, mais ont travaillé avec la résistance, fournissant un certain nombre de renseignements sur l'occupant, ni par le fait que plusieurs dizaines de gendarmes, et de policiers d'ailleurs, ont été reconnus par l'État d'Israël comme justes parmi les nations. Alors, en 1945, la gendarmerie nationale se relève comme le pays, blessé après ce conflit effroyable. Mais les bases de son fonctionnement actuel sont posées. Elle évoluera sans doute davantage à partir de 1950 jusqu'à aujourd'hui que pendant les 6 siècles précédents. Mais c'est déjà une autre histoire. Alors de nos jours, la gendarmerie, c'est
d'une force armée, ça c'est le code de la sécurité intérieure, instituée pour veiller à l'exécution des lois. Ça nous rappelle quand même la loi du 28 Germinal en 6. Elle est présente sur 95% du territoire national au profit de 55% de la population. Outre-mer, c'est 98% du territoire de l'outre-mer et 70% de la population. Étant entendu que, outre-mer, il n'y a plus de forces mobiles, c'est-à-dire plus de CRS, il n'y a plus que la gendarmerie mobile, et mon lieutenant, c'est 20 escadrons. Il y a 20 escadrons. 20 escadrons actuellement, outre-mer, la seule force mobile, c'est-à-dire chargée du maintien de l'ordre, outre-mer, c'est la gendarmerie. Elle est commandée par un général d'armée, et ce depuis 2004. Il y a eu des périodes pendant lesquelles la gendarmerie, de 1933 à 2004, était dirigée par un civil. Un civil qui a été soit un magistrat, parce que on s'appelait la direction générale de la gendarmerie et de la justice militaire. Bon, tout ça, ça a été abandonné dans les années 80, en 1982, mais on a été dirigé par un magistrat ou un préfet, jusqu'en 2004, date à laquelle c'est un général d'armée qui prend la direction de la gendarmerie. Elle est constituée de 130 000 militaires, dont 8 000 outre-mer, et dont 30 000 réservistes opérationnels. C'est quoi un réserviste opérationnel? C'est quelqu'un qui va effectuer entre 30, 60, parfois 90 jours par an de service au sein de la gendarmerie, que vous croisez. Avec les patrouilles de gendarmerie, on a beaucoup de mal à faire la différence, d'ailleurs il n'y en a quasiment pas. Et ce sont des gens qui donnent de leur temps dans le cadre de la réserve opérationnelle, avec une arme, avec je dirais un certain nombre, sauf pour le volet enquête, un certain nombre de prérogatives de la gendarmerie. Ces gendarmes sont répartis dans plus de 3000 unités et dans 300 métiers. À noter également que, et c'est un point particulier, le niveau de recrutement de la gendarmerie se fait sans le bac. C'est-à-dire que vous pouvez finir général 4 étoiles, ce qui est arrivé, sans le bac. Vous rentrez dans la réserve opérationnelle, vous passez le concours sous-officier, et puis vous progressez. Et c'est une école de promotion sociale absolument fantastique, qu'on ne retrouve pas dans la police nationale, puisque là, le niveau minimum est celui du bac, voire du bac plus. Pour les officiers, le niveau de recrutement est à peu près le même. Mais en ce qui concerne la gendarmerie, je dirais cette maison extraordinaire est une fantastique école d'intégration et de promotion sociale. Ces missions sont d'ordre judiciaire, pour 30%, administratif, 60%, administratif, c'est soit la surveillance générale, les patrouilles, etc., et également le maintien de l'ordre. Et 10% pour le volet militaire. Dans le volet militaire, bien évidemment, on a l'engagement dans les opérations extérieures, mais pas que. Il y a toute la prévôté de la gendarmerie de l'air pour l'armée de l'air et de l'espace, et la gendarmerie maritime pour la marine. Lorsque l'armée de terre est engagée dans des opérations extérieures, on crée des brigades de prévôté, de circonstances qui sont engagées avec ces unités. Donc 10% de missions militaires. Et ces devises sont non sine numine ou, plus particulièrement pour la patrie, l'honneur et le droit. Alors non sine numine, vous vous souvenez, Gallois de Fougères, tout au début, non sine numine. Alors non sine numine, bon, je suis pas un latiniste expérimenté, mais c'est jamais sans son consentement, ou jamais sans son ordre. En fait, à l'époque, c'était l'ordre du roi. Le roi qui était roi de droit divin. Donc en fait, c'était plutôt sans le consentement du Très-Haut. Donc dans un État républicain, celle-là, on la met un petit peu de côté, et on se concentre plutôt sur, pour la patrie, l'honneur et le droit. La maréchaussée est donc une des plus vieilles institutions françaises. Merci d'avoir traversé avec moi ces 7 siècles d'histoire, et je peux maintenant me livrer au flot roulant de vos questions. J'en ai d'ailleurs mis quelques-unes là, et je suppose que les 2 premières vous brûlent un peu les lèvres. J'en ai terminé. À titre personnel et pour le gendarme qui a sauvé ma mère en 1943, si je suis en vie, c'était grâce à un gendarme. Bon,